webinaire sur le résultat de la vente aux enchères conjointe du marché du carbone Californie-Québec du mai 2022. Moi, c'est Marc Purdon. Je suis ici avec un professeur Charles Seguin du département des sciences économiques et notre coordinateur Fabrice McKinley. On va juste attendre quelques minutes pour laisser les gens rentrer. Tranquillement, on voit qu'on a quelques personnes. Puis, on va peut-être procéder. Moi, j'ai des diapos sur mon écran, mais on va certainement avoir les commentaires de professeur Seguin sur certaines de ces enjeux. Donc, peut-être on va juste commencer. On va avoir une courte introduction sur le marché du carbone, puis regarder les prix obtenus en mai 2022, puis la proportion des unités achetées en mai 2022, le mois dernier, puis aussi présenter une certaine perspective historique pour les deux. Puis on va aussi avoir une période de discuter un peu les tendances observées. Donc, je laisse peut-être juste une introduction sur le processus d'attribuer les droits d'émission pour le marché du carbone. La majorité des droits d'émission sont vendus aux enchères. Il y a 4 enchères par année. Puis, il y a un prix plancher qui a commencé en 2014 à $10 par tonne, $10 américain. Puis, ça augmente graduellement avec le temps. Puis le prix plancher, c'est une des innovations importantes avec le marché du carbone au Québec et en Californie, qui c'est une différence entre le marché ici puis les marchés en Europe. Puis il y a aussi une partie des droits d'émission qui sont attribués de manière gratuite. Entre 2015 et 2020, je pense qu'environ 20% était gratuite. Excuse-moi, c'est une erreur. C'est pas 20% gratuite en 2013, mais en 2015, c'est environ. Je ne sais pas, Charles, si vous avez des commentaires sur le processus d'attribuer des droits d'émission. Juste dire que il y avait le prix plancher là, dans les dernières enchères était plus autour de la vingtaine de dollars canadiens. Donc, il y avait une augmentation. C'est aussi un mécanisme où il y a un prix plancher spécifique au Québec en dollars canadiens, puis spécifique à la Californie en dollars américains. Puis à chaque enchère, on décide quel prix plancher est effectif, c'est le maximum des deux. Mais étant donné qu'ils ont été fixés à peu près égaux dans leurs devises respectives au départ, donc 10 dollars canadiens, 10 dollars américains, ça fait en sorte que, étant donné les taux de change qu'on a observés depuis 2014, c'est toujours le prix plancher californien qui s'applique et pas le prix plancher québécois. Très bon. Donc, voilà, sur l'écran, vous voyez les prix obtenus en mai. Il y a toujours la vente des unités pour 2 millicents, le millicent présente et le millicent futur. Puis, on voit ici les prix planchers annoncés par professeur Seguin. Mais la chose importante, c'est le prix de vente final, qui en dollars canadiens, on a obtenu 39,59 dollars canadiens. Alors, pour les millicents futurs, 36,10 en dollars canadiens. Je ne sais pas, professeur Seguin avait des commentaires.
Oui, ben, je pense qu'on va voir l'évolution temporelle dans les prochaines diapos, mais on voit que la demande était assez forte à cette enchère-là, à la fois pour le millésime présent et le millésime futur. Donc, on voit que pour le millésime présent, on a atteint le prix le plus élevé qu'on n'a jamais observé dans ce marché-là. L'augmentation là, par rapport à la dernière enchère était d'à peu près 4 $. Et on voit que depuis un creux, évidemment, qui était engendré par la pandémie, où on était retourné au prix plancher à partir de la deuxième enchère de 2020, donc il y a exactement 2 ans. À partir de la moitié de 2021, donc la troisième enchère de 2021, celle du mois d'août, les prix ont commencé à redécoller du plancher. Puis on a vu des augmentations rapides là, vers la fin 2021 des prix. Puis là, depuis 2022, là, on a des augmentations plus graduelles, mais on reste à des augmentations quand même appréciables si on considère toute la série qui précède. C'est vrai aussi là, dans le millésime futur, je crois, Marc, on a le millésime futur à la prochaine diapo. Dans le millésime futur, on a plus de fluctuations. On voit que de façon un peu parallèle au millésime présent, on avait un prix qui s'était élevé un peu en 2019-2020 au-dessus, légèrement au-dessus du plancher, qui était retombé au plancher avec la pandémie. Et qui avait recommencé à monter au-dessus du plancher au cours de l'année 2021 pour atteindre un sommet là, à plus de 40 $ lors de la dernière enchère, celle de 2021, celle de novembre. Par contre, il y avait eu un peu une surprise. Comme on voit ici, là, il y avait eu une chute importante au plancher du prix du millésime futur à l'enchère précédente, celle de février. Puis là, on est remonté. 36 $. Donc, on n'est pas encore au sommet de 42 $ qu'on avait atteint à la fin 2021. On est quand même remonté à un montant plus élevé. Mon impression ici, c'est que là, avec les chiffres, l'enchère précédente de février, il faut se rappeler qu'elle se déroulait avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis on sait que cette invasion-là a amené beaucoup de perturbations à travers la planète, dont une pression importante sur les prix de diverses matières premières, de diverses commodités. Donc, ça a contribué à faire augmenter l'inflation. Puis on se rappelle que la règle d'évolution du prix plancher, c'est 5 plus l'inflation. Donc, sans doute que les acteurs s'attendent à ce que le prix plancher augmente significativement à tout le moins l'année prochaine, sinon dans les quelques prochaines années. Donc, à ce moment-ci, l'opportunité d'acheter des permis 2025. Le millésime futur qui est en vente en ce moment, c'est le 2025, avant que le prix plancher ne monte significativement, était peut-être plus alléchant, là, étant donné les nouvelles perspectives sur l'inflation depuis le déclenchement du conflit en Ukraine. Très bon, merci. Je vais juste peut-être passer à l'autre, c'est la participation. Donc, le pourcentage des unités d'émission achetées par les émetteurs. On voit que pour le millésime présent, c'est 87,7, puis pour le millésime futur, c'est 85,7 pour le mois de mai. Mais dans une perspective historique, voilà l'évolution de la proportion des unités achetées 2015 et 2022 pour les millésimes présentes. Puis on voit, Marc, si tu me permets d'intervenir, que dans les premières phases là, du marché, là, jusque même en 2019, on était toujours au-dessus de 90 des unités qui étaient achetées par les émetteurs. Ça, les émetteurs, ça veut dire des gens qui ont une obligation de conformité, qui doivent détenir des permis à la fin de la période de conformité pour pouvoir couvrir leurs émissions. Ça veut dire que la balance de ça, le 100 moins cette proportion-là, c'est des unités qui sont achetées par des non-émetteurs
présumément des investisseurs qui achètent ces titres-là dans un but de revente, donc des spéculateurs, ou potentiellement, dans une fraction peut-être moindre, des organismes à vocation environnementale qui voudraient retirer certains permis du marché pour faire descendre les émissions encore plus. Donc, on voit qu'on avait connu une activité plus grande des spéculateurs vers la fin de 2021. Les spéculateurs, habituellement, ils sont toujours un peu plus actifs en proportion dans les millésimes futurs. Parce qu'ils sont probablement prêts à détenir les permis pour une plus longue période que les émetteurs. Donc là, le sommet de 42 dollars qu'on avait observé dans les millésimes futurs correspond à une implication plus grande des spéculateurs vers la fin de 2021. Par contre, ici, on voit qu'on est resté une proportion relativement stable, autour de 12-13 de spéculateurs dans les deux premières enchères de 2022. Puis malgré tout, on a eu un rebond important du prix du millésime futur par rapport à l'enchère de février. Ça veut dire que là, les émetteurs étaient aussi très intéressés à acheter des millésimes futurs, pas seulement les spéculateurs à cette dernière enchère. Voilà, ça c'est le diapo, le millésime présent, mais ici c'est le millésime futur. Donc, on voit que le millésime futur, il y a plus de fluctuations. Il faut toujours comprendre qu'il y a moins d'unités de millésimes futurs qui sont en vente que d'unités de millésimes présents à chaque enchère. Donc, il y a moins d'acteurs différents, d'acheteurs différents qui se manifestent pour les millésimes futurs. Donc, il y a des variations qui sont plus importantes. D'ailleurs, si on regarde pour les enchères, là, on rapporte l'indice de Hirschman-Erfindal, à la fois pour le millésime présent et le millésime futur. Ça, c'est un indice qui nous donne une idée du degré de compétition dans l'enchère, à quel point l'acquisition de permis était proche d'un marché compétitif. C'est un indice qui se situe entre 0 et 10 000. Et plus on est près de 0, plus le marché était compétitif. Et plus on est près de 10 000, moins le marché était compétitif. Donc, en général, la règle de pouce, disons, qu'on utilise, c'est quand c'est en dessous de 500, c'est très compétitif. Puis quand c'est entre 500 et 1500, c'est assez compétitif. Donc, la plupart des enchères, ce qu'on observe, dont la dernière, c'est que l'indice se situe un peu au-dessus de 500 pour le millésime présent. Je crois que c'était 600 quelques à cette enchère du mois de mai. Ça veut dire que ce n'était pas dans le très compétitif, mais dans le quand même assez compétitif et se situe habituellement plutôt aux alentours du 1500. Là, je crois que dans la dernière enchère, on était à 1600. Ça veut dire que ce n'était pas très, très compétitif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certains acheteurs qui avaient une taille suffisamment importante pour avoir un impact significatif sur le prix d'équilibre de l'enchère. C'est bon. Donc, une dernière diapo, c'est pour présenter juste, je pense qu'il y a toujours une question sur les émissions de gaz à effet de serre au Québec et aussi en Californie. Il y a toujours un décalage entre les données sur les émissions. Voilà, on a des émissions basées sur les inventaires officiels du Québec et aussi de la Californie, puis on va les combiner. Mais les plus récentes données sont issues en 2018. Donc, on n'a pas le 2022 ici dans ces données-là, mais entre 2000 et 2018, on voit que dans l'ensemble, on voit qu'on n'est pas loin du cible du combiné des émissions de gaz à effet de serre du Québec et Californie. On verra une fois que les données sur 2019 et 2020 sont disponibles, on verra si on atteint le cible. Mais si on regarde les côtés californiens en haut, en rouge, on voit que eux, ils ont déjà dépassé leur cible, qui c'est les lignes vertes.
Alors qu'au Québec, on voit que depuis 2016, il y a une légère augmentation même des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça suggère qu'il y a une réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les cibles. C'est surtout depuis les derniers 4 ans et c'est motivé par les réductions faites surtout en Californie. Professeur Seguin, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ces tendances. Oui, peut-être quelques petits commentaires. C'est sûr que le système de plafonnement et d'échange, puis les enchères qui y sont associées, c'est un facteur qui influe sur l'évolution des émissions, mais évidemment, il y a d'autres facteurs qui influent. Il y a des facteurs juste macroéconomiques, là, comme on voit par exemple en Californie, on a eu une grosse chute en 2008, donc la crise du papier commercial dont on se souvient. Puis il y a aussi des politiques complémentaires qui sont mises en place et dont certaines sont financées en partie par les revenus des enchères. Mais il reste néanmoins que pour regarder le portrait de la situation, il faut regarder le total des deux juridictions parce que la tendance à la hausse au Québec depuis 2015-16, ben, c'est sûr qu'elle est associée avec la combinaison des marchés québécois et californiens. Puis, disons, étant donné la structure de provenance des émissions, comme le secteur, en ce moment, dans la plupart des pays développés où c'est le moins coûteux de réduire ses émissions, c'est le secteur de la production d'électricité. Et comme au Québec, on avait déjà très peu d'émissions dans le secteur de l'électricité, on s'attendait à ce que les coûts de diminution des émissions soient plus élevés au Québec qu'en Californie. Donc, dans cette perspective de liaison des deux systèmes, que le Québec devienne un importateur de permis californiens. Donc, on peut expliquer un peu la tendance différente des deux juridictions en disant, ben, c'est moins cher de réduire les émissions en Californie en ce moment. Et au Québec, on profite de ça pour faire l'acquisition de permis qui sont émis par la Californie, puis augmenter un petit peu nos émissions. À long terme, ça ne sera pas possible de continuer à tout le temps augmenter nos émissions, ne serait-ce que lentement, parce que les plafonds vont devenir trop contraignants, mais dans le plus court terme, on voit ce qui se produit. On a les données Environnement Canada a rendu public les données là, par province pour l'année 2020 et on sait que la COVID a eu un impact très significatif, évidemment, sur l'année 2020. Là, les émissions québécoises ont chuté de pratiquement 9% en une seule année à cause de la pandémie. Donc là, si on poursuivait la ligne bleue, on aurait une diminution abrupte pour l'année 2020. En Californie, c'est sans doute le cas aussi, mais par contre, la Californie n'a pas encore dévoilé ses données pour l'année 2020, donc la première année de la pandémie. Excellent. Donc, peut-être juste une question, on peut peut-être, c'est tous les diapos qu'on a, mais peut-être juste une question, c'est est-ce que les prix qu'on voit sont assez hauts pour catalyser, inciter une décarbonisation rapide? Je pense que vous venez d'en discuter, mais je sais qu'il y a plusieurs questions sur est-ce qu'on trouve que le prix de carbone est pas assez haut pour déclencher une décarbonisation, ni au Québec, ni en Californie. Je ne sais pas qu'il y a quelques soucis liés à ces facteurs-là. Il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives des fois, c'est-à-dire que dans les deux juridictions, les gouvernements investissent beaucoup dans d'autres mesures pour faire diminuer les émissions. Tu sais, le système de plafonnement et d'échange, ce n'est pas le seul outil que les gouvernements utilisent pour faire diminuer leurs émissions. Et le fait d'investir dans ces autres outils, implicitement, ça vient réduire la pression sur les émetteurs pour réduire leurs propres émissions. Donc, ça vient diminuer la demande pour les crédits, les permis d'émission et donc diminuer le prix. Donc, il y a quelque chose ici de à voir. Est-ce que c'est pas toujours clair qu'on utilise les outils à moindre coût
Donc, donc, ce prix-là, par lui, la réponse simple à la question, c'est que si ce prix-là, c'était tout ce qu'on avait, c'est sûr que ça ne serait pas suffisant pour atteindre les objectifs. Mais par contre, on voit que euh, même s'il nous manque encore les données de la Californie à cause de la pandémie, c'est pratiquement certain que le Québec et la Californie ont atteint leurs objectifs de 2020, alors que personne ne pensait que le Québec atteindrait ses objectifs. Et même s'il n'y avait pas eu la pandémie, les objectifs conjoints auraient sans doute été atteints par les deux juridictions là, quand on les prend ensemble. Mais là, pour l'horizon 2030, qui est le prochain horizon des objectifs, ces prix-là seuls, pour l'instant, ne sont pas suffisants. Mais ces prix-là, dans un contexte où il y a d'autres mesures qui sont mises en place, ben là, la réponse est moins certaine à ce moment. Très bon. Donc, on verra si nos participants ont des questions. Je vois qu'il y a déjà une question dans l'espace pour les questions et les réponses. Si vous avez, si des autres participants, vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper là, puis on va chercher à répondre. Donc, il y a une question par Ellie Wambe qui veut savoir les différences entre la décarbonisation et le désinvestissement. Je sais pas si... Oui, ben ça, c'est un peu, disons, des termes qui sont plus englobants. Disons que la décarbonisation, si on veut, c'est plus au niveau des émissions elles-mêmes, c'est de diminuer les émissions qui sont engendrées par une économie donnée, alors que le désinvestissement, c'est plus un aspect financier, c'est de retirer les fonds ou éviter d'ajouter de nouveaux fonds dans des projets ou des entreprises qui génèrent beaucoup de carbone. Mais par contre, disons que le désinvestissement, ça peut être un outil indirect pour mener à la décarbonisation, mais ce n'est pas nécessairement le cas que ça va mener à la décarbonisation. Donc, la réponse simple, c'est la décarbonisation, c'est vraiment la réduction des émissions, tandis que le désinvestissement, c'est le retrait de fonds liés à des émissions. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? C'est juste une question. Moi, peut-être juste une chose à annoncer. Quand on parle de ces ventes aux enchères, c'est vrai que c'est tous les 3 mois. Donc, on croit que ici à la chaire sur la décarbonisation, on va faire des webinaires de manière régulière, puis on va présenter les prochains résultats. Les prochaines ventes aux enchères, c'est dans le mois d'août. Donc, on va prévoir quelque chose, présenter quelque chose 2 semaines après, parce que ça prend une semaine pour traiter des résultats, puis ça nous donne une semaine de plus pour les interpréter. Mais peut-être dans l'avenir, peut-être on peut imaginer d'inviter des experts aussi de la Californie, d'avoir une vision sur les deux côtés. Donc, peut-être on va avoir de manière régulière un webinaire en français, puis après un webinaire en anglais, puis par la suite en français, puis continuer juste à garder un certain un momentum, puis parce qu'on croit qu'il y a un intérêt, puis il y a beaucoup de difficultés à comprendre un peu le comportement du marché. Donc, c'est quelque chose qu'on peut clarifier. Il y a une autre question par Denis Lalonde. Est-ce que le prix des droits de Californie devrait suivre le prix de la taxe sur le carbone fédéral? Bonne question. Oui, ça, c'est une très bonne question, notamment parce que le système fédéral prévoit que les provinces peuvent employer leur propre système seulement si leurs systèmes provinciaux atteignent des niveaux de sévérité, disons, qui sont similaires à la politique fédérale. Donc, évidemment, la grosse différence entre les deux, c'est que le système fédéral fait une législation sur le prix avec une taxe et que les systèmes de certaines provinces, dont le Québec, utilisent une réglementation sur la quantité. Donc, disons que
Normalement, ces deux prix-là devraient suivre la même trajectoire, je dirais, avec des augmentations croissantes là, à travers le temps. Mais est-ce qu'ils devraient être nécessairement égaux? Ça dépend un peu du profil d'émission de chaque juridiction. Donc là, en se mettant avec la Californie, une juridiction où il y avait beaucoup de possibilités de réduction dans le secteur de l'électricité à faible coût, ben, ça a permis au Québec de financer des réductions en Californie pour le moment à des coûts inférieurs que les prix qu'on observe au système fédéral. Est-ce que ça va durer tout le long? Je pense que ce qu'il faut regarder, ce qui va nous le dire, ce n'est pas les prix, mais c'est les pourcentages de réduction. Alors, si le Québec, qui avait déjà des émissions per capita très faibles au Canada, mais si le Québec réussit à atteindre ses cibles, je pense qu'à ce moment-là, on ne pourra pas dire que le système est moins sévère au Québec que dans le reste du Canada, même si le prix potentiellement pourra demeurer inférieur par rapport au prix fédéral. Peut-être juste une réaction aussi, si on regarde le prix en Colombie-Britannique, et je pense que mais le prix fédéral, c'est 50 par tonne, puis au Québec et Californie, le prix de vente finale, c'est vers 40 par tonne de CO2. On n'est pas si loin, mais aussi certaines recherches que je connais faites sur la taxe sur le carbone en Colombie-Britannique, qui est peut-être là où la taxe existe le plus longue au Canada, suggère qu'il n'y a même pas de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en Colombie-Britannique. Il y a une certaine augmentation, il y a des réductions dans certains secteurs, mais la taxe sur le carbone n'est pas assez haut encore pour peut-être créer des réductions importantes en Colombie-Britannique. En tout cas, c'est ça que j'ai vu dans la littérature. Et finalement, le dernier commentaire, le prix de carbone fédéral est basé sur le Canada. Mais un prix de 170 canadiens est probablement pas assez haut, probablement pas assez élevé pour que le Québec atteigne son cible de 2030. Le prix que je connais, c'est toujours un mot d'évaluation, mais avec les modélisations techno-économiques, trucs, suggèrent qu'au Québec, on aurait besoin d'un prix de plus que 250 vers 300 par tonne de CO2 pour atteindre les cibles du Québec pour 2030. Donc, mais si je peux ajouter quelque chose là-dessus, Marc, je pense que souvent dans la modélisation, c'est ça. Quand on combine plusieurs politiques, ça donne un prix où toutes ces politiques-là ont un effet. Comme par exemple, là, on observe un prix de 40 mais ça, c'est seulement le prix pour acheter des émissions. Mais il y a aussi des programmes de subvention du gouvernement qui finalement implicitement ont un coût pour réduire les émissions. Donc, on se vient à travers les subventions de créer un prix aussi sur certaines émissions qui est peut-être plus difficile de combiner avec le prix plus explicite qu'on observe au courant des enchères. Oui, excellent. On a une troisième question ici. Est-ce qu'on peut deviner les prix d'émission pour l'année prochaine? Si on pouvait faire ça, on pourrait devenir des spéculateurs ou à tout le moins des consultants pour les spéculateurs. Donc, c'est une grosse question. Ouais, je pense que ça va. Évidemment, le contexte va jouer un rôle, le contexte international. Souvent, ce qui affecte le plus le prix, c'est les perspectives économiques parce que les émissions, on l'a vu dans la pandémie, restent encore très corrélées positivement avec l'activité économique. Donc là, il y a des gens, par exemple, qui s'inquiètent que la remontée des taux d'intérêt au Canada, aux États-Unis, dans l'Union européenne, va amener un potentiel peut-être de récession dans la prochaine année. Donc, évidemment, s'il y a une récession, on va s'attendre à voir les prix diminuer puis retourner vers le plancher. Alors que si on poursuit
Si au contraire, les politiques des banques centrales n'arrivent pas à contrôler l'inflation, puis on poursuit dans une dynamique d'activité économique intense, puis de beaucoup d'inflation, ben là, à l'inverse, selon moi, on va continuer à observer une montée graduelle des prix, à la fois pour les millésimes présents et les millésimes futurs. Donc, selon moi, la clé peut-être dans les prochains mois, ça va être de voir l'impact des politiques des banques centrales sur l'inflation et sur l'activité économique, sans oublier bien sûr le conflit en Ukraine. Si évidemment ce conflit-là connaissait une conclusion, ça diminuerait les pressions sur plusieurs secteurs, là, dont les commodités agricoles, par exemple. Et ça pourrait avoir un double effet de réduire les pressions inflationnistes, mais aussi réduire les perspectives de récession. Donc, à ce moment-là, peut-être l'effet sur le marché du carbone serait plus ambigu. OK. En fait, on a une dernière question dans par celui-là, Shafi, qui pose une question dans la conversation. À chaque fois qu'on fait une analyse de la vente des enchères vis-à-vis l'évolution des émissions, on remarque le non-effet des marchés du carbone pour les émissions québécoises. Y a-t-il des études qui démontrent des effets positifs du marché du carbone pour le Québec? Il n'y a pas beaucoup d'études encore parce que finalement, la seule vraiment période significative de conformité qui s'est conclue, c'est celle qui se terminait en 2020, pour laquelle les émetteurs avaient jusqu'à la fin de 2021 pour soumettre leur rapport et leur crédit. Donc finalement, c'est seulement depuis décembre dernier qu'on a un portrait pour cette période de conformité-là. Donc, il y a disons, des études préliminaires, mais les données sont encore assez récentes là, de ce côté-là. Ce que je dirais, c'est qu'il y a deux choses à considérer. Il y a considérer les émissions au Québec uniquement et considérer le duo Québec-Californie. Donc, probablement que si le Québec avait été seul dans son marché, sans le combiner avec la Californie, on aurait observé plus de diminution que ce qu'on a observé en ce moment, mais on aurait observé moins de diminution en Californie. Donc, l'avantage pour l'instant du système, c'est de réduire les coûts pour le Québec en demandant moins de réduction d'émissions. Et en faisant les réductions en Californie, on a le même niveau d'émissions global pour la planète, pour le tandem Québec-Californie, c'est ce qui importe vraiment au niveau des changements climatiques. La seule chose ici qui pourrait être un peu risquée, c'est que si on pouvait se maintenir longtemps dans cette position d'importation de crédits californiens pour éviter de faire les réductions sur le territoire québécois, ça pourrait peut-être retarder certains investissements dans des nouvelles technologies à plus faible émission. Et à terme, quand on va arriver à des moments où les plafonds sont plus contraignants, puis on va devoir faire plus de réductions au Québec, ben peut-être qu'on aura pris du retard un peu au niveau de certaines technologies. Je pense que le gouvernement est conscient de cette situation-là et c'est en partie pour ça que dans sa proposition récente là, pour la modification des règles d'allocation des permis gratuits à partir de 2024, il propose une sorte de système hybride de consignement où les émetteurs qui se voient actuellement attribuer des permis gratuits recevraient une partie, disons, devraient racheter une partie de leur permis gratuit à l'enchère, mais se feraient rembourser le coût de cet achat-là par le gouvernement. Mais les fonds qui leur seraient attribués par ce remboursement-là devraient être dédiés à de l'investissement dans des technologies qui réduiraient leurs émissions. Donc, il y a comme un peu un système hybride ici qui vise un peu l'investissement dans des technologies plus faibles en carbone
Et selon moi, c'est pour éviter que les entreprises locales là, prennent trop de retard à ce niveau-là. Mais ça, c'est une proposition qui fait actuellement l'objet d'une consultation publique jusqu'au 18 juin. Et, mais ça serait seulement en place à partir de 2024, donc dans 2 ans. Juste un petit réaction aussi. Si on regarde, on a fait un webinaire il y a un mois sur le plan fédéral, puis on voit que eux, ils imaginent de chercher la majorité de réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada dans le secteur de l'électricité. Puis le secteur le plus difficile pour chercher la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le secteur des transports. Et ça, c'est le secteur le plus important au Québec. Je crois qu'il y a un sentiment, je pense qu'on peut l'appuyer avec des données, que le secteur des transports, c'est parmi les plus difficiles à chercher la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça explique pourquoi, parce que le Québec est déjà, le secteur de l'électricité est déjà largement décarbonisé, que ça reste le secteur des transports et des bâtiments comme les deux premiers plus importants secteurs, source des émissions de gaz à effet de serre. C'est difficile. Ça va prendre des prix plus élevés pour chercher des réductions dans le secteur des transports. Donc, pour moi, il y a toujours la question de qu'est-ce qui c'est acceptable sur le plan politique. Et puis, est-ce que les Québécois sont prêts que le prix d'essence augmente de manière importante, qui en fait, c'est nécessaire pour quasiment abandonner la voiture à l'essence d'ici 2030. Voilà, on a peut-être une dernière question de Axel Ferrand. Voilà. Je vais chercher à comprendre la question d'abord. Si tu veux, Marc, donc je pense que la question demande si effectivement c'est le cas qu'il n'y a pas de plafond individualisé pour les émetteurs. Donc à ce moment-là, le prix est le seul incitatif pour limiter les émissions. Puis est-ce que selon nous, il y a des discussions pour imposer des plafonds par émetteur? Donc c'est effectivement le cas. Il n'y a pas de plafond d'unité par émetteur et le prix, c'est le seul incitatif pour un émetteur individuel. Mais évidemment, le plafond global génère le prix. Donc, le plafond global se transmet à l'émetteur à travers le signal de prix et c'est l'objectif d'un système de plafonnement et d'échange, c'est-à-dire que en envoyant un signal uniforme de prix à tous les émetteurs, c'est de cette façon-là qu'on peut s'assurer de réduction des émissions à moindre coût. Ce qui nous inquiéterait s'il y avait des plafonds à des émetteurs spécifiques, c'est que ces plafonds-là mènent à des réductions inefficaces, c'est-à-dire des réductions trop importantes dans des secteurs aussi coûteux de le faire, versus potentiellement des réductions pas assez importantes dans des secteurs où c'est pas assez coûteux. Donc ça, ce n'est pas du tout en discussion au niveau du Québec et de la Californie et je pense que ça serait déconseillé par la plupart des experts sur ces questions-là de mettre des plafonds spécifiques à certains émetteurs parce que ça annulerait finalement l'objectif de ce système-là d'avoir un plafond global et de laisser les émetteurs la liberté de voir, étant donné le coût, qu'est-ce qui est préférable de faire pour chacun d'eux. Il y a une discussion en ce moment au gouvernement fédéral pour avoir un plafond spécifique au secteur du pétrole et du gaz, donc qui serait en ajout à la taxation fédérale sur le carbone. Donc là, c'est une situation un peu différente parce que pour l'instant, le fédéral ne limite pas le total d'émissions dans les provinces qui ont leur système, il met seulement un prix. Puis là, il se demande s'il devrait en plus limiter le total sur le secteur du pétrole et du gaz. Moi, j'ai participé à la commission parlementaire sur cette question-là, puis j'ai écouté les témoignages de nombreux experts qui ont participé à la commission. Puis tous les experts, du moins du point de vue économique, était vraiment déconseillait l'imposition d'un plafond spécifique à un secteur. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement fédéral va décider de faire par la suite, mais vraiment, au niveau de la communauté
d'économistes académiques, là, les gens n'étaient pas en faveur de ce plafond pour un secteur spécifique, puis évidemment encore moins pour un émetteur spécifique. Très bon. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Oh non, il y a deux encore. Oh non, une dernière de celui-là. En fait, donc, c'est peut-être un poursuite à notre dernière question sur, donc, est-ce qu'il est prouvé qu'un signal prix aura un effet sur le changement de comportement, surtout dans les transports, secteur priorisé au Québec? Ça, c'est bien. Ben, ce qu'on sait pour le transport, disons, de personnes, c'est que à court terme, du moins, la demande de carburant est très inélastique. C'est-à-dire est très insensible aux variations de prix. Donc, ça prend des variations de prix très importantes pour que les gens modifient leur comportement de conduite à court terme. Okay? Donc là, en ce moment, on a une belle expérience, je ne sais pas si on peut la qualifier de naturelle, mais sur cette chose-là, avec les prix très élevés que le conflit en Ukraine a provoqué. Puis c'est d'ailleurs pour ça que les variations du prix de l'essence suscitent tant de mécontentement dans la population. C'est parce que c'est difficile pour les gens d'ajuster leur mode de vie par rapport à ces variations-là. Par contre, à moyen long terme, il y a plus de sensibilité. Je pense que la combinaison des soutiens aux véhicules électriques avec le prix croissant de l'essence, ben, à moyen terme, ça va avoir un impact sur le secteur des transports. Déjà, on voyait les derniers chiffres de Statistique Canada. Si je m'abuse, c'était pour le dernier trimestre de 2021. On voyait qu'au Québec, il y avait 13,8 des véhicules neufs vendus qui étaient des véhicules électriques au dernier trimestre de 2021, ce qui est une augmentation assez appréciable. Deuxième proportion la plus élevée au Canada après la Colombie-Britannique, où c'était environ 20 des véhicules neufs. Donc, je pense que la tendance dans la part des véhicules électriques dans la vente de véhicules neufs nous indique qu'il commence à y avoir un changement. Évidemment, pas tout le monde change son véhicule à chaque année, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps avant qu'il y ait une part significative de la flotte sur les routes qui soit électrique, mais cette tendance-là est déjà clairement amorcée. Bon, il y a une dernière question euh, dans la conversation. L'implication des spéculateurs dans le processus d'échange perturbe-t-elle le fonctionnement normal du marché? Ben, pas à mon avis. À mon avis, peut-être, ce qui arrive, c'est que les spéculateurs, puis on voit ça, on peut le consulter, la liste des participants autorisés à chaque enchère est publique, puis avec le nom de ces participants-là, il devient assez facile de juger lesquels sont des émetteurs réglementés, et lesquels sont des spéculateurs. Puis en général, dans les spéculateurs, on retrouve deux catégories. On retrouve des grandes institutions financières, donc la Banque Royale, la Banque Scotia et autres, et des fonds d'investissement qui ont des fois été créés spécifiquement dans l'objectif de faire de la spéculation sur des outils environnementaux. Donc, selon moi, ces gens-là savent ce qu'ils font. Ils ont des poches profondes. Donc, c'est pour ça que des fois, peut-être ils peuvent se permettre l'investissement dans les millésimes futurs dans une plus grande proportion, peut-être que les émetteurs réglementés. Fait que selon moi, ils ne perturbent pas le marché. Ils permettent d'envoyer un signal de prix qui est plus proche de, disons, des contraintes à long terme qu'impose le système, puis qui permet peut-être d'éviter
une trop faible demande parce que certains émetteurs peut-être voudraient acheter des permis s'ils pouvaient facilement emprunter à leur institution financière, mais les contraintes de crédit font en sorte que des fois, ils se retiennent peut-être d'acheter certains permis. Puis c'est là que les, euh, les spéculateurs entrent en jeu où ils viennent acheter les permis plus tôt pour pouvoir les revendre plus tard aux émetteurs. Très bon, excellent. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ose dire ça. Je crois qu'il n'y a plus des questions. Mais je pense peut-être on peut arrêter le partage d'écran et c'est 11h, 13h15. Peut-être ça fait un bon 45 minutes. Peut-être on peut terminer là, mais c'est comme on a dit, on veut que ça devienne un exercice régulier parce que avec le marché du carbone, le vente aux enchères tous les 3 mois, ça devient quelque chose d'intéressant. Puis on va probablement faire le prochain dans le mois d'août, début de mois de septembre. On va probablement chercher à faire ça en anglais avec des participants aussi de la Californie. Donc, merci à Fabrice d'avoir organisé. Merci de l'Institut des études internationales de Montréal de prêter leur système Zoom. Et merci à tout le monde d'avoir assisté. Charles, avez-vous un dernier mot à dire? En tout cas, je pense que c'est une bonne opportunité je pense que chaque enchère nous donne des informations sur la situation sur le terrain. C'est comme un peu l'outil à travers lequel les émetteurs sont en train de nous dire jusqu'à quel point c'est facile ou difficile pour eux d'atteindre les cibles fixées par les gouvernements. Donc, c'est intéressant d'avoir une discussion là-dessus régulièrement. Donc, j'espère que les gens continueront à participer dans le futur. Excellent. OK. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir tout le monde.